jamais de plus. Alors, vous n'avez pas. Ah, non, seulement on l'a terminé. On l'a noué, pas pour quelqu'un. Viva! Ah, mais la combat. Voilà, on a loué, mais la combat. Mieux vaut un vieux lion rassasié au pouvoir qu'un jeune lion affamé. Il y a que soi. Ah, on a dans le pied. Leva! Attaquez! Après là! Mais la blague! À la mille mais la blague! Mais la blague! Oui! À la mille mais la blague! Fricado con la mille! Célébrant le souvenir d'un ancêtre pour la naissance d'un fils, les corps nus des danseurs, exudant de chaleur et de vin. Il faut avoir vu mon océan, avec ses vagues fougueuses, dansant jusque sur la place de sable fin, au pied des maisons. Il faut avoir connu mon soleil, comme du plomb fondu à midi. Il faut avoir couché à la belle étoile parmi les cocotiers, à perte de vue, la mer murmurant toute la nuit sa berceuse. Il faut avoir couché à la belle étoile parmi les cocotiers, à perte de vue, la mer murmurant toute la nuit sa berceuse. D'avoir entendu les chants rythmés des pagaies, les premiers pêcheurs du matin poussant leurs pirogues vers l'aventure du large.
avoir vécu ma vie. Il faut avoir participé à m'éveiller au clair de lune pour comprendre qu'au rendez-vous universel, ce que j'ai à partager avec le monde, c'est la richesse de mon moi intérieur. Et peut-être aussi un peu de ma joie de vivre. Et voici la plaine que j'habite. Ma main y est large sur ma porte. Prenez ma part de fruits, bien que je ne sache de quel arbre ils viennent. Prenez ma part de fleurs, bien que je sache quel cœur ils minent. Ne tardez pas, je suis déjà loin de ma source. Ne tardez pas, je peux être utile. J'ai déjà besoin mes ongles, raser ma tête. Je suis propre devant la nuit. Le soleil nous a fait sa révérence. La lune nous présente ses hommages. La nuit tombe. Plus rien ne semble bouger. Le silence plane sur la forêt. Le calme le plus absolu règne sur l'équateur. C'est le moment où réunis autour d'un grand feu, tous, religieusement, écoutent les plus belles légendes africaines, sorties des bouches de leurs ancêtres et retransmises de génération en génération. Ce soir, la parole est aux plus anciens de l'Assemblée. Aussi tous, hommes, femmes et enfants, sont-ils venus à cette réunion familiale, à cette réunion dont ils rapportent toujours dans leur foyer un souvenir inoubliable de la sagesse des légendes africaines. Nuit africaine, danse nègre, hommes et femmes, filles et garçons, dont la peau des veines reluit sous le sourire maternel de la lune. Nuit africaine, va commander l'heure, va commander bien, le tout harmonisé. Partez de main, partez de main, partez de main, partez de main, partez de main. Allez, venez, 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 filles de mon peuple, hommes de mon peuple, femmes de mon peuple, amis de mon peuple, venez tous, nous allons tous dresser une même couronne avec la liane la plus dure de la Vierge Forêt sous le grand fromager où nous fêtions nos parentalies. Nous allons dresser une même couronne avec la liane la plus dure de la Vierge Forêt sous le grand fromager où nous fêtions nos parentalies. Et le soir, nous danserons autour d'un même feu parce qu'ensemble, nous aurons fait germer une plus grande cité. Farouk et Abdoulaye aujourd'hui sont devenus de grands hommes. Ils ont réussi au commerce, ils ont de l'argent, ils sont très riches.
Chacun de son côté s'est marié et a fait de très beaux enfants. Un jour, Farouk décide d'aller s'installer à Bandjeli pour tester son commerce. Pour la première fois, Farouk et Abdoulaye dans leur vie se séparent. Désormais, Farouk et Abdoulaye sont séparés. Farouk est désormais à Bandjeli et Abdoulaye reste à Timbuktu. Tandis que le commerce d'Abdoulaye et à Timbuktu croît, celui de Farouk à Bandjeli décroît. Et chaque jour, le commerce de Farouk regresse. Il regrette. Farouk contracte des dettes et a des créanciers partout dans la ville. Farouk devient pauvre. Pauvre comme un rat d'église. Il n'arrive plus à joindre les deux bouts. La vie devient difficile pour Farouk. Commence pour lui une descente en enfer. De longues nuits blanches et des sommeils. Farouk tient le diable par la queue. Un soir, alors qu'ils sont dans le lit, sa femme lui dit « Mon mari, pourquoi ne vas-tu pas voir ton ami Abdoulaye à Timbuktu? Vous avez une amitié légendaire. À coup sûr, il te comprendra et il te portera un coup de main. » Farouk, après avoir longuement hésité, décide d'aller à Timbuktu. Et dès le lendemain, il prend des pieds la route de Timbuktu. Farouk a marché. Farouk a marché pendant des jours, des heures. Il est fatigué. Tout en allant, tout affamé, Farouk arrive à Timbuktu. La nuit tombante. Toc, toc, toc. Il va toquer à la porte de son ami et Farouk a de la chance. C'est son ami lui-même qui vient ouvrir les portes. Et quand Abdoulaye ouvre la porte et voit son ami tout en haillons sale, il claque la porte au nez. Farouk est déçu. Le cœur serré, il retourne à Bandjeli et narre sa mésaventure à sa femme. Les jours passent. Un soir, alors qu'ils sont encore dans le lit, Farouk et sa femme entendent à leur porte toc, toc, toc. À un moment, Farouk a eu peur. Il croit que c'est un de ses créanciers qui vient lui réclamer son dû. Mais il prend son courage à deux mains, va ouvrir la porte et une femme avec une malle se tient devant sa porte. Il s'empresse de faire rentrer la femme, de la décharger, de lui donner de l'eau à boire. La femme ouvre sa malle et lui dit « Vois-tu, je suis une veuve. Et mon mari, avant de mourir, m'a laissé ses bijoux en or et ses poteries antiques. Je ne suis pas commerçante. Je voudrais que tu les vendes pour moi et qu'on se partage les bénéfices. » Le bonheur vient de taper à la porte de Farouk. Farouk n'en revient pas. Farouk est stupéfait. Farouk est surpris. Farouk est bouche bée. Pour Farouk, ce n'est qu'un rêve. Eh bien non, ce n'est pas un rêve. Il vit une réalité. Après un long moment, Farouk réussit à reprendre ses esprits. Il revient à lui-même, accepte la proposition de la veuve. Et dès le lendemain, il va écouler la vente. Il se partage les bénéfices. La veuve rentre chez elle. Et Farouk, avec le peu d'argent qu'il vient de se faire, il va se construire un petit magasin dans le marché de Bandjeli et commence un commerce de sel. Qui parmi nous ne consomme pas du sel? Des jours passent. Farouk reprend goût à la vie petit à petit. Un soir, du retour du marché, Farouk voit devant sa maison un jeune homme sur un cheval. Et derrière lui, 33 autres chevaux. Farouk s'empresse d'aller voir le jeune qui descend de son cheval et lui dit « Vois-tu, je suis un jeune soldat. Et moi, je reviens de guerre. Ces 33 chevaux constituent mon butin de guerre. Je ne suis pas un commerçant. Je voudrais que tu vendes ces chevaux et qu'on se partage les bénéfices. » Une fois encore, le bonheur vient de taper à la porte de Farouk. Il est content, il est heureux. Rapidement, il accepte. Et dès le lendemain, il écoule encore la vente. Il se partage les bénéfices. Le jeune rentre chez lui. Farouk, avec le peu d'argent qu'il vient de gagner, se construit encore d'autres magasins dans le marché de Bandjeli et entretient son commerce.
Les jours passent et le commerce de Farouk à Bangéli prospère. Farouk retrouve sa situation d'antan. Plus de créanciers. Il est devenu riche. Farouk vit une meilleure vie. Il ne s'habille plus en haillons. Il mange à satiété. Il a une vie paisible. Bonsoir. Après le dîner, Farouk dit à sa femme, « Femme, demain, je voyage. Je vais mettre fin à mon amitié avec mon ami Abdoulaye à Timbuktu. » Sa femme, surprise, essaie de l'en dissuader, mais peine perdue. Et dès le matin, revoilà Farouk encore sur le chemin de Timbuktu. Et cette fois-ci, il fait un très bon voyage. Farouk voyage dans de très belles conditions. Il arrive à Timbuktu. Toc, toc, toc. Farouk toque la porte de son ami. Il a encore de la chance. C'est son ami lui-même qui vient lui ouvrir la porte et quand il voit Farouk bien habillé, il dit « Entre, entre, entre !» Non. C'est pour Farouk qui lui dit « Je viens mettre fin à notre amitié. » Soit. Réplique son ami Abdoulaye qui lui dit « Mais, rentre, partageons-nous un dernier verre avant de nous séparer. » Farouk dit « Non. » Abdoulaye insiste, Farouk finalement cède. À peine est-il rentré dans la maison de son ami qu'il voit dans le salon deux femmes, une âgée et une jeune. Un peu au fond du salon, un jeune garçon. Farouk rapidement reconnaît la jeune femme. C'est celle-là qui lui a proposé les poteries antiques et les bijoux en or. Il jette un regard et voit le jeune garçon qui sourit. Il le reconnaît aussi. C'est le jeune soldat avec les 33 cheveux. Alors Farouk se tourne vers son ami et lui dit « Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici? Je ne comprends rien. » Abdoulaye, tout heureux, tout souriant, dit à son ami « Vois-tu, quand tu es venu toquer à ma porte pour la première fois, j'ai été touché. J'avais la gorge nouée, je me sentais mal de voir mon ami d'enfance dans ce état, tout en haillons. Je ne voulais pas te faire de le monde comme un rivière mondial. Je n'ai pas pu supporter, je t'ai claqué la porte. Ensuite, je t'ai envoyé mes enfants. Ma fille en premier et ensuite mon jeune garçon. Et toi, Farouk, tu as su tirer bénéfice de leur proposition. Tu as su garder ta loyauté, ton habileté, ton honnêteté malgré ta situation. Tu as su redevenir l'homme que je voudrais que tu sois, un riche commerçant. Farouk, je ne te dois rien. Notre amitié reste intacte. Après ces mots, Farouk et Abdoulaye laissent couler leurs larmes. Ils s'embrassent lentement et font un très grand festin. Le soir, Farouk retourne à Bangéli et va raconter son histoire à sa femme. Olodio! Olodio! Je regarde sur son mari et lui dit, ma maison à moi, mon cher ami, je la connais, dans ce figuier, entouré de ses feuillages. Et profitez pour le reste de ma longue vie, derrière ce bon soleil. Ce que femme veut, donc veut. Très vite, la maison de la première épouse fut construite dans le figuier, encadrée dans le feuillage, on dirait un nid d'oiseau. Un nid d'oiseau qui fait la joie de la première femme. Une joie à laquelle Dongo ne reste pas indifférent. D'ailleurs, Dongo même est un homme d'ambiance. Et quand on dit ambiance, on parle de la musique. Et qui dit musique, l'art de la danse. Tous les pas de danse qui existent sur cette terre, Dongo les maîtrise. Sa femme le connaît, ce temps-là. Déjà, quand il voit la main de son mari sur la radio-cassette, elle s'approche. Dongo met de la musique. Le corps serré, il tient la table, il tient sa femme par la table. La musique passe. Ils ont commencé par slow, après slow, pachinko, la danse de sang. Ils ont dansé, même fatigués, ils continuent toujours à danser. Mais à un moment donné, un proverbe résonne très fort dans la tête de Dongo. Ce proverbe dit, quand on a deux jumeaux sous le bras,
et que le premier crie crapaud crapaud et que tu le donnes, n'attends pas ce que le second crie avant que tu ne le satisfasses. Ceci dit, il faut satisfaire la seconde femme. Déjà le soleil s'annonce à l'horizon et que pendant ce temps, le soleil, en descendant dans son lit, laisse à désirer dans le ciel un bel éclat de lumière qui couvre les feux d'arbres et le sort de verdure. Donc au cours consulter sa seconde femme. Et celle-ci, qui comme la première, lève les yeux dans un petit panier. Impressionnée par la lueur de la lumière qui brûle dans les branches, elle dit à son mari, ma maison à moi, mon époux, je la veux là dans ce petit panier, entouré de cette douce lumière. Aussitôt dit, aussitôt fait. La maison de la seconde épouse lui est aussi construite dans le petit panier, entourée des poules belles verdures. Dogo lui-même s'installe ensuite au milieu des deux maisons. Près d'une large lagune, Dogo y construit une petite maison. Chaque matin, une saveur de bon plat s'échappe de la cuisine de la dame du Levant. Parce qu'il a ce nom, il se nomme sa première femme la dame du Levant et sa seconde la dame du Couchant. Quand la saveur quitte la cuisine de la dame du Levant et parvient au nez de Dogo, il sort de sa chambre. Sur l'odeur, rempli de facilité et il mange avec un appétit. Bonheur. Un bonheur pour Dogo. Et Dogo baigne dans ce bonheur pendant très longtemps. Mais au matin, le ciel s'assombrit d'un seul coup. Une violente tempête s'ensuit. Il commence à pleuvoir. Et ceci pendant 12 jours. Et pendant ce temps, plus de cuisine. Les bois des femmes sont mouillés. Leur foyer aussi. La famille s'installe. 12 jours se sont écoulés. Le 13e jour, le soleil s'annonce de nouveau brillamment dans le ciel. Son ardeur donne au bois et au foyer des femmes leur aspect du départ. Les femmes sortent de leur chambre respectives avec un sourire de soulagement aux lèvres. Chacune regagne sa cuisine. Elles sont toutes pressées de rattraper le temps perdu. 12 jours à préparer. Il faut chercher un excellent plat à son âme. Dans les cuisines, des coups de pilon résonnent. Elle s'active très fort. Et donc, dans sa chambre, comme d'habitude, sans l'odeur d'une sauce d'arachide qui nous vient de la dame, de la cuisine de la dame du Levant. Et encore une autre qui lui parvient aussi, une autre d'une sauce de noix de palme qui lui parvient de la cuisine de la dame du Couchant. Son ventre se creuse de faim. Il a de l'eau à la bouche. Les femmes ont réussi. Ils se mettent chacune à appeler le nom de son mari. Elles ont préparé au même moment. Elles ont dansé la table au même moment. Elles crient très fort. Dogo, mon chéri. Dogo, mon amour. Dogo, mon trésor. Viens goûter ce plat que je t'ai fait. Ce bon plat que je t'ai fait. Viens, sors de ta cachette, Dogo. Les filles nous viennent très fort. Dogo ne sait plus quoi faire. Ces femmes criaient très fort dans ses oreilles. Il est perturbé. Vous posez la tête. Quoi faire? Sur son lit, 2 oreillers. Dogo s'en saisit très vite et se bouge les oreilles. Ces femmes qui l'appellent sans cesse et qui voient que le mari ne bouge pas les pas, ne sort pas de sa chambre, envoient chacune de son Benjamin et lui demandent d'aller appeler le père. Les 2 enfants sont mis à courir. Et Dogo, depuis sa chambre, voit ses 2 enfants se livrer à ce jeu de jambes talons-fesses. Une course de... Toi que je ne sais pas. Ils comprennent tout de suite ce qui se passe. Et avant que les enfants n'arrivent à la chambre, Dogo saute par la fenêtre, plonge dans la lagune. Et aux cris, aux interpellations de ses femmes et de ses enfants, il joue au sourd et muet. Il fait semblant de ne pas les écouter. Il crie quoi, quoi, quoi. L'histoire dit que c'est depuis ce jour que ce Dogo a cette voix qui dit quoi, quoi.
Alors Agadez et Oubieux se sont rassemblés, se sont aimés et se sont mariés. Hey! Deux idiots qui se marient dans ce village. Hey! On a des choses à voir, dit l'entourage. Au grand étonnement de tous les villageois, ce couple d'idiots met au monde un garçon. Un gros garçon. Comment papa bête et maman bête ont pu s'entendre passer à l'acte qui donne naissance à un garçon? S'interroge l'entourage. Ou bien demande alors à sa voisine avec qui il partage tout d'aller informer sa belle-mère que sa fille vient de mettre au monde un garçon. Celle-ci va et apporte l'information à la belle-mère. Ah, la voilà toute joyeuse. Elle lance un chant. Ofagaraya, Ofachukotoya, Ofagaraya, Ofachukotoya, Ofagaraya, Ofachukotoya. À la vie à des nos familles, à la vie à des nos communs. Adoni, 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 à la vie à des nos familles, oh, à la vie à des nos communs. Ofagaraya, Ofachukotoya, Ofagaraya, Ofachukotoya. Oh, un garçon. Un gros garçon. Oh, Dieu soit loué. Celui-là demain fera le bonheur de ses parents. Il ira faire paître les bétails, les vaches de ses parents. La voisine va et rapporte les propos de la belle-mère à Oubieux. Oubieux dit, ah, elle a dit ça. Ok. Le lendemain, sans aucune cérémonie, Oubieux prend son enfant dans les bras et conduit sa vache au pâturage. Non. Arrivé sur les lieux, il attache le bras de son enfant à la vache, à la queue de la vache, à la queue d'une vache, je dirais. Et dit à son enfant, tu as entendu, non? Ta grand-mère a dit qu'aujourd'hui, c'est toi qui vas faire paître mes vaches. Alors, le soir, tâche de ramener mes vaches au campement, ok? Et l'enfant qui pleure. Ah, oh, tu as dit oui. Ok, le soir, tu me ramènes mes vaches. Attention, que toutes les vaches me ramènent. Allez, au boulot. N'oubliez pas, laissant derrière lui son enfant dans la brousse. Le soir, comme d'habitude, les vaches rentrent au campement. La vache qui avait l'enfant accroché à sa queue fait traîner l'enfant tout au long de la route. Les autres vaches qui piétinent le corps de l'enfant qui se voit mutilé, ce corps qui se colle aux arbres, qui s'enroule dans la poussière. Oubieux est à l'entrée de l'enclos et voit ses vaches rentrer. Il voit seul le bras de son enfant accroché à la vache. Il s'est dit, mais cet enfant-là, il est bête ou quoi? Il me ramène juste son bras. Hein? Ah, j'espère que le corps arrive. Des heures passent, l'enfant n'est toujours pas rentré. Alors, Agadez, la maman de l'enfant, comme poussée par l'instinct maternel, crie à son mari, va me ramener mon enfant. Va me le ramener. Et ne reviens pas ici tant que tu n'aurais pas trouvé mon enfant. Sors d'ici. Et elle pousse son mari au dehors. Le voilà qui s'en va. Sur la route, il voit une jambe de l'enfant qu'il reconnaît. Devant, il entrevoit une autre jambe. Encore devant, l'autre bras de l'enfant. Finalement, il m'a éparpillé ses membres, quoi. C'est moi qui vais les ramasser. Il ramasse les corps et il se dit, quand je verrai sa tête là, je vais lui donner une belle raclée. Il s'en va encore devant et il voit la tête de l'enfant avec son tronc. Le corps commençait déjà à se décomposer. La bouche était pleine de mouches. Alors il dit, voilà. Tu as eu tellement faim au point de manger toutes les mouches de la brousse. Lève-toi, on s'en va. Gourmand va. Lève-toi. Le corps inerte ne répond pas. Je dis, hein, lève-toi. Silence.
La voisine qui par hasard passait par là, voit la scène, s'approche de Roubier. Mais Roubier, ton enfant, il est mort. Ne le vois-tu pas? Va informer tout le village. Roubier va et raconte idiotement toute l'histoire à sa belle-mère. Celle-ci, vraiment en coucou, dit à Roubier, toi, ma fille, allez au diable. Ah, ok, dit Roubier. Il s'en va chez sa femme et lui dit, ah, notre enfant, il est mort et ta maman nous demande d'aller au diable. Et Agadèche lui dit, elle a dit ça. Mais allons-y, on fait nos bagages et on va au diable. Ils font leur bagage et ils prennent le chemin à leur pied. Direction au diable. Ils marchent, direction au diable. Ils marchent sous la pluie, ils marchent sous le soleil, direction au diable. Ils marchent, direction au diable. Ils voient devant eux un puits. Et comme ils avaient faim et soif, Agadèche, la femme de Roubier, décide de préparer la pâte. Et ce jour-là, le soleil était à temps blanc. Il faisait très chaud. Elle avait la farine, mais il n'y avait pas de seau pour tirer l'eau vers elle. Agadèche, ne sachant pas quoi faire, à sa place, vous allez faire quoi? Agadèche est là et Roubier pose sa main sur la margelle de la pluie, du puits plutôt, et s'écrie, mais le puits, il est chaud, sûrement que l'eau à l'intérieur serait également chaude. Verse-en la farine et prépare-moi la pâte, moi j'ai faim. Agadèche lui dit, mon mari, brillante idée, ah. Et c'est ce que Agadèche fait. Elle verse la farine dans le puits et la farine s'entasse au bas du puits. Alors elle saute dans le puits dans l'intention d'aller faire tourner la pâte. Des heures passent, Agadèche n'est toujours pas sortie. Ou bien pose encore sa main sur la margelle du puits et crie, Agadèche, tu m'entends? Agadèche, tu as fini de préparer la pâte? Agadèche. Silence. Hé, ne me dis pas que tu finis cette pâte, hein? Moi-même là, je viens. On va manger ensemble. Je viens. Et Roubier saute dans le puits qui était profond et très profond. C'est comme ça que notre couple d'idiot, Agadèche et Roubier, sont allés au diable. Sambo était un roi. Un roi sage, riche, juste et bon. Le roi Sambo est aimé par tout son peuple. Mais Sambo a un petit souci. C'est son fils, le jeune prince Koulité, il s'appelle. Koulité donne de l'huile d'insomnie à son père, le roi Sambo. Koulité s'est fait entourer d'un groupe de malfrats qui commettent du mal contre la population de son royaume. Dans ce royaume, lorsque vous entendez du viol et du vol, c'est Koulité et sa bande, leur richesse, leur argent, même leurs filles, les mineurs surtout. Et Koulité et sa bande reviennent au palais et organisent des soirées d'orgie de partout avec ses filles enlevées. Au cours de ces orgies coule vin. Vin et quoi? Vin, sourabi, tout ce que vous savez. Et le roi Sambo passe des nuits d'insomnie. Un matin, le roi Sambo se réveille et se dirige dans la chambre de Koulité
réveille Koulité et lui demande, Koulité, c'est toi mon successeur. Comment comptes-tu faire après moi? Comment comptes-tu gouverner ce royaume après moi? Koulité s'en fout des propos de son père. Koulité se lève, sort du palais, monte sur son cheval et s'élance au galop à travers le royaume. Très vite, il s'est fait rattraper par sa bande de malfrats qui chantent. Dans cet élan de galop, Koulité et sa bande ramassent un vieillard qui tentait de traverser le chemin. Ils ne s'arrêtent même pas pour voir comment se portait le vieillard. Ils continuent leur chemin. Le lendemain matin, le roi Sambo convoque le conseil des sages et leur expose la situation. Après cette réunion, une décision est sortie. Le roi Sambo retourne voir son fils le lendemain matin et lui dit mon fils, tu sais ce que tu vas faire? À partir de cet instant, à chaque fois que tu commettras du mal, voici, tiens, un sac de clous et une planche de bois. À chaque fois que tu feras du mal à quelqu'un, viens dans ta chambre et plante un coup dans cette planche de bois. Koulité prend le sac de clous et la planche de bois des mains de son père. Et depuis ce jour, Koulité, à chaque fois qu'il commet un mal, il revient dans sa chambre et plante un clou dans la planche du bois. Tout le temps, Koulité plantait des clous dans cette planche. Un matin, il revient chez lui, prend un clou, après avoir commis un mal, il revient chez lui, prend un clou pour planter, mais à sa grande surprise, il n'y a plus de place sur la planche de bois. À cet instant, Koulité a ressenti un pincement dans son cœur. Une goutte de larmes perle sur sa joue, des remords dans le ventre, la gorge nouée. Il va vers son père, le roi Sambo, et lui dit, Père, regarde la planche. Il n'y a plus de place sur cette planche pour planter de clous. Et là, je me suis rendu compte que j'ai fait trop de mal. J'aimerais changer. Père, comment vais-je faire? Son père sourit et me dit, Koulité, tu sais quoi? C'est bien ta décision. Mais à partir de cet instant, fais du bien. C'est simple. Fais simplement du bien. Et à chaque fois que tu feras du bien, reviens dans ta chambre et arrache un clou. Depuis ce jour, Koulité a commencé par faire du bien. Et à chaque fois qu'il faisait du bien, il rentrait chez lui et il arrachait un clou. Koulité revient chez lui, arrachait un clou. Jusqu'au jour où Koulité se rend compte qu'il n'y a plus de clous à arracher de la planche de bois. Tout content, tout joyeux, il prend la planche de bois et court vers son père et lui dit, Père, regarde, regarde, j'ai réussi, j'ai fait du bien. J'ai fait autant de bien que de mal. Son père regarde la planche, lui prend la planche des mains, la regarde un instant et lui dit, félicitations mon fils.
Tu as fait un dur travail. Et regarde la planche. Elle ne sera plus pareille. Regarde tous ces trous dans la planche. Tu peux enfoncer un couteau dans la chair, dans le corps d'un homme et l'arracher aussitôt. Peu importe le nombre de fois que tu lui diras être désolé, la cicatrice demeurera pour toujours. Olivier s'agenouille devant son père et lui dit: Père, merci pour cette leçon. Merci pour cette transmission. Eh bien, c'est l'histoire de Koyimba. Koyimba était un chasseur très habile. Quand Koyimba allait à la chasse, il ramenait des gibiers qu'il remettait à sa femme. Et la femme de Koyimba préparait pour son mari. Elle préparait avec amour. Mais cette femme n'avait pas le droit de goûter à sa sauce. Koyimba n'aimait pas donner des... Koyimba n'aimait pas partager. Koyimba n'aimait pas donner à sa femme ni à son chien. Un jour, Koyimba est parti au champ. Et le jour-là, Koyimba ramenait des gibiers
ramené des gibiers, il a remis à sa femme. La femme a pris la casserole, elle a posé sur le feu, elle a préparé une bonne sauce. Et ce jour-là, la sauce sentait tellement bon. Alors elle a pris la louche, elle a puisé la sauce, elle a mis là, et au moment de goûter, voilà Koyimba. Koyimba a insulté sa femme. Koyimba a insulté sa femme un jour, Koyimba a insulté sa femme 2 jours, Koyimba a insulté sa femme 3 jours. Koyimba a tellement insulté sa femme que sa femme a pris ses clics et ses claques et elle est partie chez elle. Mais c'était la 17e femme de Koyimba. C'était la 17e femme de Koyimba. Koyimba désormais ne veut se marier qu'à une femme sans bouche. Koyimba a fait le tour des villages. Koyimba a fait des tours des contrées très très lointaines. Mais Koyimba est tombé sur une femme. Cette femme était une femme sans bouche. Il a payé la dot et il a ramené sa 18e femme chez lui. Mais quand Koyimba est revenu chez lui avec sa nouvelle femme, il est parti à la chasse, il a ramené des gibiers et des gibiers qu'il a donnés à sa femme. Mais la nouvelle femme de Koyimba, quand elle pose sa casserole sur le feu pour préparer la sauce, sa sauce fait le tour, le parfait de sa sauce fait le tour du village. Mais dans ce village-là, tout le monde avait envie de goûter la sauce de la femme de Koyimba. Mais tout le monde sait très bien que Koyimba n'aime pas partager sa sauce. Patampia. Mais la nouvelle femme de Koyimba, quand elle finissait de faire sa bonne sauce, elle préparait sa pâte, elle prend 2 petites cuillerées qu'elle met dans le plat pour son mari, elle prend 2 petites cuillerées de sauce pour son mari, elle pose sur la table, elle rentre dans la chambre et on entend cette chanson-là. Hey, Koyimba, hey, Koyimba, oh, Koyimba, hey, mais à la fin de cette chanson, elle sortait avec la casserole vide et la marmite vide. Mais personne ne savait où le repas de Koyimba ou les gibiers de Koyimba allaient. Les jours passaient, Koyimba maigrissait pendant que sa femme grossissait. Les jours passaient, Koyimba maigrissait pendant que sa femme grossissait. Les jours passaient, Koyimba maigrissait sa femme. Mais Koyimba ne supportait pas cette situation. Koyimba ne comprenait pas. Un matin, Koyimba dit à sa femme qu'il partait à la chasse. Alors il rentre dans la chambre et se cache dans le plafond. La femme, comme d'habitude, elle sort, elle fait sortir sa casserole, elle met la sauce, elle prépare sa bonne sauce, elle prépare sa bonne pâte, elle va chercher 2 petites cuillères, elle met 2 petites cuillères de sauce pour son mari, elle met 2 petites cuillères de pâte pour son mari et elle prend le reste et rentre dans la chambre. Et puis on entend cette chanson. Hey, Koyimba, hey, Koyimba, oh, Koyimba, hey, Koyimba, la famille. Mais Koyimba du haut du plafond voit sa femme. La femme en chantant, elle soulève son bras. Et là, au milieu se trouvait une grosse bouche. Tu cherches, tu trouves. Alors la femme méprisait un peu, elle ouvrait son bras, elle faisait la sauce, Koyimba du haut du plafond tremblait comme le pied en 3-10. Koyimba voyait qu'il a marié un monstre. Koyimba ne savait pas qu'est-ce qu'il a ramené à la maison. Alors Koyimba est descendu tout doucement. Il est sorti, il est parti dans le village. Il a appelé dans tout le village, il y avait un de ses amis au moins qui avait pitié de lui. Il est parti voir son ami, dit: mon ami, écoute, ma femme que j'ai amenée, c'est pas une femme, c'est un monstre. Il a dit: 18e femme aussi, tu vas l'envoyer. Il dit: voilà, demain matin, viens à 4h du matin te montrer quelque chose. Madame, viens le lendemain matin à 4h,
du matin, les deux amis se sont cachés dans le plafond et la femme, comme d'habitude, elle a préparé sa bonne sauce et sa bonne pâte. Elle a pris la petite cuillère, elle a mis 2 cuillerées de sauce pour son mari, elle a pris 2 cuillerées de pâte pour son mari et elle est rentrée dans la chambre et s'est mise à chanter. Elle chantait, soulevait son bras et elle ouvrait son bruit. Et les deux amis du haut suivaient la scène. L'ami se retourne vers Poigniba et dit Poigniba, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Ils descendent les deux et en face de la femme. Et cette femme, après avoir donné une très bonne leçon à Poigniba, elle s'est mise à chanter. Elle s'est transformée en oiseau. Elle s'est endormie. Eh, Poigniba, Famille nombreuse mais bien entretenue, leur tabaski de farce. Nu. Est-ce que vous savez comment ils en sont arrivés là-bas? Voulez-vous savoir? Alors quand je dis gueule au repos, je dis li au repos comment? Ah, c'est gueule. Jadis, selon l'histoire, chez ces peuples, dans chaque collectivité, il y avait de petites cases basses. Et dans ces cases basses, les sages de la collectivité siégeaient. Et dans cette case basse, les grandes décisions sont rendues. Les grands problèmes sont réglés. Et dans cette même case basse, il était interdit de s'énerver. Quand tu t'énerves, tu te lèves, ta tête te cogne le toit, tu te rassois. Le temps que la journée passe, tes amis ont fini leur paradis, sont partis. Donc c'était une case à sages. Et suivant la coutume, chaque année, les sages se réunissaient pour désigner 2 de leurs fils. Et la collectivité devait trouver de l'argent pour les faire voyager loin à l'étranger. Et cette année-là, le choix a porté sur 2 frères, Tanko et Razak. Tanko et Razak ont été désignés pour voyager loin, et s'ils ont réussi le voyage, ils doivent revenir aider leurs frères à voyager plus loin, et ainsi de suite. C'est comme ça que la vieille tradition du voyage des Kotokoli a commencé. Exemple sur messieurs là. Donc à cette époque, on a désigné Tanko et Razak. Et la collectivité a cotisé de l'argent. Mais comme l'argent ne suffisait pas, les grands ont décidé de faire voyager leurs enfants par bateau. C'était possible d'abord. Légalement, pas comme aujourd'hui. Alors ils ont décidé de faire voyager leurs enfants par bateau. Tanko et Razak, ils sont venus à Lomé, ils ont pris le bateau au port de Lomé, ils sont partis où? L'île. Arrivé au port d'Allemagne, les 2 frères se passent un accord. Il dit ok, mon frère ou mes 2 frères, chacun va aller son chemin. Va là où tu veux, va ta ville, va ta contrée, mais après 3 ans, nous devons nous retrouver ici pour prendre le chemin de retour. C'était l'accord que les 2 frères se passaient entre eux. Et là, après ça, Tanko est parti à gauche. C'est gauche là, non? Razak est parti. Mais Tanko, quand il s'en allait, ce qui a retenu son attention, c'est le premier bar de bière qu'il a croisé. Et la bière allemande, ça, tu en sais quelque chose? La bière allemande, il est rentré là, il a passé toute la journée à boire et à boire. Le lendemain, il est sorti de là, il est allé encore dans un autre bar. Boire, toute la semaine, tout le mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, il a passé tout son séjour à boire. Aujourd'hui, si on me demande celui qui a fait le tour des bars allemands en 365 2 x 3, vous connaissez c'est qui? Tanko Wolfey. Il a passé sa vie à boire. Et c'est à peine s'il n'a pas causé une pénurie de bière par son passage en Allemagne. En une seule. Pendant ce temps, Razak qui est passé, qui est allé du côté droit, s'est renseigné, il dit, messieurs les Blancs, comment fait-on pour trouver de l'argent en Allemagne? Il dit, ici, pour trouver de l'argent, il faut travailler. Et quand Razak a entendu ça, il s'est mis à travailler. Il a travaillé le jour, il a travaillé la nuit. Il a travaillé l'été, il a travaillé l'hiver.
Razak a travaillé dans le sommeil. Il a travaillé pendant ces 3 ans, il a travaillé et il a eu de l'argent. Et comme un bon protocoli ayant le commerce dans l'ADN, il a pris son argent, il a acheté des marchandises. Et qu'est-ce qu'on a ramené de l'Europe quand on va là? Qu'est-ce qu'on a pas dans les conteneurs qu'on va prendre? Voiture, frigidaire, micro-ondes, télé, écran cathodique, ordinateur, crépuscule, voilà qui est Razak au fond. Juste un baluchon au cou. La tête est pleine de philosophie. Le temps est bien lourd. Et pourtant tout cela va passer. Conclusion, mon frère, il faut vivre. Il faut vivre la vie. Parce que la vie est trop courte. Moi, j'ai vécu. Razak était stupé. Il a vu le gâchis. Ça passe aussi, hein. Il a vu le gâchis. Le temps que son frère a passé à se tuer. Mais il n'a pas jugé. Il n'a pas jugé. Il a aidé à monter à bord parce que même monter dans le bateau, c'était un problème. Il est monté à bord. Le bateau a pris le chemin de retour vers le Togo. Un chemin, un drame s'est produit. Razak est tombé gravement malade. Il a commencé par faire une pneumonie grave. C'est ce qu'il a chopé le germe dans une des usines allemandes où il travaillait. C'est ça aussi l'Europe. Et au fil du temps, il a vu que son mal s'aggravait et il a compris qu'il ne pourra pas atteindre le pays, Lomé puis le centre. Il a compris. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il appelle son jeune frère Tango, il dit: mon frère Tango, tu me vois, je sais que je ne pourrai pas arriver à port vivant. Mais je vais te confier une commission. Tu vas tout ce que, c'est ça la vie aussi, hein, tout ce que tu fais là, tu vas partir un jour, c'est des gens qui ne veulent pas partir devant ta porte là, qui vont s'asseoir dans ton fauteuil, comme ça. boire, manger, fantasmer sur tes vœux qui vont en faire des choses. Alors Tango, Razak appelle son frère Tango, dit: mon frère, ben, je vais te confier mes choses. D'accord? Tu vas amener tous ces biens que j'ai emmagasinés, que j'ai stockés au pays. Et arrivé au pays, peut-être que tu vas accepter amener mon cadavre si tu le veux. Arrivé au pays, tu donneras à ma femme et mes enfants ce que tu veux et tu gardes pour toi le reste. Dis! Tant qu'on n'a pas pu bien entendre ce que Razak a dit, tellement c'est intéressant. Il a écrit ça pour son frère et tant qu'on a pris le papier, de guerre. Non. Et le bateau arrive à bord, il a pris le soin d'amener le corps de son frère Razak au pays. Et les heures qui ont suivi, on l'a enterré parce que enterrer un cadavre chez les méthodes, c'est pas un festin comme on en voit chez nous. C'est vite fait. Alors on enterre Razak et Tango rentre avec tout ce bien de Razak au pays. Avant même d'aller rendre compte aux sages qui les ont envoyés, Tango divise les biens de Razak en 5 parties. Il met les 4/5e dans son magasin, dans sa maison, et va remettre les 1/5e à la femme de Razak et à ses enfants. Le lendemain, Tango est convoqué dans la case basse où qui sont ceux qui siègent là-bas. Les sages le convoquent dans la case basse. Il dit: mon frère, raconte-nous votre voyage. Et il dit: ben oui, ça s'est passé comme vous le savez. Et il a raconté ce que vous savez aux sages. Et arrivé au chapitre du legs, il sort son testament. Il dit: oui, voici ce que mon frère a dit par rapport à ses biens. Et il me dit de donner à sa femme et à ses enfants ce que je veux de ses biens et de garder le reste. Et comme je suis sérieux, je répète ce que les morts disent. Alors j'ai pris les 4/5e de ses biens, j'ai donné les 1/5e à sa femme et à ses enfants.
Lis. Les vieux, les sages ont dit, mais c'est quoi cette affaire? Ils étaient paralysés. Ils ne comprenaient rien. Et ils l'ont laissé partir. Et après son départ, ces sages se sont mis à réfléchir, à creuser, à fouiller. Le lendemain, ils ont réfléchi. 3 jours plus tard, il y a un sage qui dit, ah mes amis, j'ai trouvé la parade. Le message, j'ai pu le décoder. Qu'on refasse venir le fameux tanko qui a pris les 4 5e là, qu'il revienne. Et le 4e jour, on retrouve le tanko encore dans la case. Il dit, monsieur, répète ce que ton frère a dit. Il dit, ah, je vais dire, répète. Il a répété que mon frère Razak a demandé que je donne ce que je veux à sa femme et ses enfants et que le reste me revienne. Et un sage qui dit oui. Elle est dans la phrase. Mais tu l'as comprise à l'enfer. Qu'est-ce que tu as gardé pour toi? Il dit, j'ai gardé les 4 5e des pieds de mon frère pour moi. Et il lui dit, ouais, exactement. C'est ce que tu veux pour toi, non? C'est ce que tu veux pour toi, tant qu'on non? Il dit, oui, c'est ce que je veux pour moi. C'est exactement ce que ton frère veut que tu donnes à sa femme et à ses enfants. Tant qu'on est resté, ça a été son tour d'être surpris de la démonstration des sages. Il dit oui, c'est ce que tu veux pour toi, ce que tu as gardé pour toi là, qu'il faut en principe donner à la femme de ton frère et à ses enfants. Lui, la démonstration a été claire. Et tant qu'on aussi a compris. Et humblement, poliment, il est parti ramener les 4 5e, de ce qu'il a gardé, ce qu'il veut pour lui, il a remis à la femme et aux enfants de Razak, il a pris les 1 À cette histoire, jamais cet adage n'a jamais été aussi approprié. C'est non dit que quand un sage assis dans son fauteuil, quand il voit au sommet d'un grand arbre, même le jeune assis dans l'arbre, sur la branche qui porte l'objet, on le voit. Et pour éviter d'avoir des soucis avec les vieux sages de notre Afrique, mes chers amis, donnez ce que vous voulez et gardez le reste que vous voulez. Merci. Qui ne change pas. Son fils rentre chez lui, plie les bagages du vieil homme et amène le vieil homme au village. Bon débarras. Il vient à la maison et il vit très heureux avec sa femme. Histoire. Un soir, revenant du service, il surprend à l'heure de monture son enfant. Son fils, avec ses morceaux de bois, en train d'entasser dans le papa. Je suis en train de fabriquer les assiettes dans lesquelles tu mangeras. Et ceci jusqu'à la fin de tes jours. Merci. Kagora sort du village. Il marche et fait quelques pas. Après, il entend lui aussi une autre chanson. Les Mawalo, Zamadona Moye. Les Mawalo, Zamadona Moye. Kagora sort du village. Il marche
marche pendant 7 jours. Après 7 jours, il arrive sous un baobab. Il s'assoit sur le baobab, s'adosse au tronc, baisse la tête à un moment, après il lève sa tête et regarde un fruit mûr sur le baobab, la coque. Alors il prend son gourdin, rassemble ses dernières forces et il le lance. Le gourdin décroche le fruit tombe par terre et s'écrase. Oh! Il ne demande pas mieux, il se roule sur le fruit et déguise le pain de sel. Il retrouve un peu ses forces et se dit qu'il faut partir. Mais avant de partir, il se dit, ah, mon gourdin. Alors rapidement, il se met debout et dit au baobab, hé, baobab, rends-moi mon gourdin. Rends-moi mon gourdin, pourquoi vois-tu, mon gourdin vient de mon père. Mon père qui se trouve dans le village de Santo. Un baobab, ça ne parle pas, normalement, mais au pays des mondes. Alors, l'arbre ne dit rien. Il attend quelques instants et puis il ramasse les graines du fruit du baobab. Alors, il se remet sur le chemin. Et il entend la canation. Et il arrive pour la première fois dans un autre village. Pour la première fois, Galgola rentre dans un autre village autre que Santo. Il entre dans la première maison et se retrouve avec une dame. Une dame qui était en train de préparer une sauce, la sauce de Codoro. Au village de Santo, la sauce de Codoro s'arrose avec Joju, la moutarde faite à base des graines de baobab. Alors Galgola s'approche de la dame elle s'appelle Naka, elle lui propose ses graines, Naka accepte, prend les graines, les écrase et en fait pour assaisonner ma sauce. J'ai accepté ton offre et je t'ai servi. Je n'ai rien. Naka tourne sa tête et cuve du sel. Une poignée de sel et remet ça à Galgola. Galgola prend la poignée de sel et il continue son chemin. Et le voilà parti. Il marche encore pendant 3 jours. Assoiffé, il arrive au bord d'un cours d'eau. Il s'agenouille et plonge et sa bouche et ses 2 mains dans l'eau. Il a bu pendant 5 minutes. Et pendant ces 5 minutes, il a bu presque la moitié du fleuve. Parole du conteur. Il se relève et remarque que le sel s'est dissous dans le fleuve. Alors ce redresse et dit, fleuve, rends-moi mon sel. Rends-moi mon sel pour ta voiture. Mon sel vient de Naka. Naka qui a gardé mes graines de baobab qui viennent du baobab qui a gardé mon gourdin qui vient de mon père qui se trouve dans le village de un fleuve, ça ne parle pas, même si on est au pays des mondes. Alors le fleuve n'a rien dit. Après quelques instants, on entend flot. Un poisson vient de tomber sur la berge. Galgola prend le poisson et continue son chemin. Remettez-moi votre poisson afin que je puisse le sauver. Galgola suit la dame, ils vont sur le vieillard et avec son poisson, il arrive à le sauver. Le vieillard retrouve sa santé et là Galgola lui dit, hey, vieillard, remettez-moi mon poisson. Remettez-moi mon poisson, pourquoi voyez-vous, mon poisson vient du le fleuve qui a gardé mon sel qui vient de Naka qui a gardé mes graines qui viennent du le baobab qui a gardé mon gourdin qui vient de mon père qui est à Santo. Il y a des figures là.
Écoutez, monsieur, c'est grâce à vous que je suis en vie actuellement. Sans vous, je serais un cadavre. Je n'ai rien. Je n'ai que ma fille qui est là. Si vous voulez, vous la prenez en mariage et le tour est joué. Quand on regarde la fille, regarde sa poitrine généreuse, son derrière, érotique, son derrière, vaste. Il se dit, pour un poisson, ce n'est quand même pas mal. Alors, il accepte la dame, pour la jeune femme, il se marie, et actuellement, à l'heure où je vous parle, ils ont eu des enfants, des filles heureux. Merci de nous avoir écoutés. Le festival Mr. Grillo tire à sa fin. Je l'ai éloigné par prudence, mais aussi par peur. Par peur et par prudence, dis-tu? Alors Moussa se redresse et regarde le roi droit dans les yeux et dit: oui, Seigneur. Voyez-vous, le soir de mon retour du front, du seuil de ma maison, j'ai entendu de ma case un lion ronronner. Mais moi, pauvre bûcheron, qu'est-ce que je peux contre ce lion? Alors pour éviter le lion et pour éviter que les griffes de ce lion blessent ma femme, je lui ai demandé de rejoindre ses parents. Le roi, il n'est pas idiot, il baisse la tête. Et quand il a relevé la tête, il dit: dis-moi, Moussa, après le départ de ce lion, as-tu remarqué quelques désordres ou déchirures dans ta maison? Et Moussa dit: non, il n'y a eu ni désordre, ni déchirure. Le roi est tout content et il se lève. Il vient se mettre entre les deux, entre le couple, et il murmure à l'oreille du roi de Moussa: gens de bien, rentrez chez vous, le lion ne reviendra plus. Eh bien, c'est ainsi que Moussa est parti avec sa belle épouse Fatoumata. C'est sur ce compte que nous vous disons au revoir. Nous sommes très contents de vous voir parmi nous. Et j'invite tous les conteurs à me rejoindre sur scène. Les conteurs, la compagnie Cardiff. Nous profitons pour vous remercier, pour vous dire merci. Et pour remercier aussi nos partenaires, le Goethe Institut de Lomé, Espace Level, Association Revenir Autrement, Terre de Récit,